Pas bien font petit cop. Non, pas pour nous craser pays comme ça chute et pour venir New York. Et pour être là-dedans, mon cher. Non, pour être là-dedans. Et pour être là-dedans, chute. On va faire une craser pays comme ça pour venir New York. Et pour être là-dedans. Et pour être là-dedans. Là où réfléchi, là où imaginer où est vraiment haïtien prend un complot. Ça c'est gros complot haïtien prend là. Parce que ça qu'a passé Haïti là, même ou même qui c'est un haïtien, franchement ou pas qu'à comprendre ni. Parce que pour haïtien a détruit haïtien pareil yo comme ça. Ça qu'a passé dans Kafoufey là, franchement li pa gen non. Nous songe barbecue lui-même qui dit comme ça, li c'est un révolutionnaire. Alors, le par exemple, il te paraît sous béton, on est un ancien policier lié, OK? Li te dit comme ça que li pral goumer pour peuple là. Alors nous connaissons bagay yo déjà. Eh bien, journée jodi là, barbecue sorti tête li pour expliquer exactement si toutefois ta gen une force armée qui a rentré dans le pays d'Haïti, mais qui ça t'a supposé vinn faire. Alors, eh bien, li bay exactement qui ça pour force l'armée t'a supposé vinn faire dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'on te connaît exactement pour qui raison pays Canada te refusé pour te capable voyer une force multinationale dans le pays d'Haïti? Est-ce qu'on te connaît un bagay comme ça? Eh bien, avec ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, ou pral connaît exactement pour qui raison. Ou capable dire comme ça, mais yo connaît exactement qui ça qu'a passé dans pays et puis ouais ça passé comme ça. Bagay yo red mes amis. Eh bien, m'pa parler trop, m'pral quitter pour capable tendre toute information ça yo. Mais avant ça, ou connaît faut que moi dire bonjour ou bonsoir. Non moi ça m'pa connaît qui côté ou ap garder nous, mais la seule chose si toutefois ou poko abonner ensemble avec channel là pour qui sont pas fait abonner. L'on fin abonner te me dire toujours songer pour peser petit cloche là. Ou compte pour qui ça ou retirer le mettre sous tout le par exemple nous mettez en vidéo la monter sous téléphone. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec vidéo, nous a parlé de Haïti qui prend un vrai complot. Nous sommes capable de dire comme ça. Si toutefois Haïtien pas prendre un complot, journée jodi là nous pas dans état ça. Oui, imaginons dès que ancien président Jovenel Moïse était sous pouvoir, il était toujours a dit comme ça que président pas dit li pas date li pas travail alors moun ap moun grand goût moun 10 moun date moun pas ka travail et yo tient à ce que pour ta sorti sous pouvoir pour quitter pouvoir. Journée jodi là mes amis, li t'a fait tête dit, li te dit comme ça que Tires là c'était pour peuple là. Li t'a chercher façon pour te ouais comment li était capable accrocher peuple là ensemble avec Tires là. Mais moun qui te gen pouvoir plus passer lieu, yo te tient à ce que pour te quitter pouvoir alors deux pieds devant. Nous comprenons samedi c'est haïtien pour haïtien est-ce que samedi là les autres comme ça que si toutefois pas vle tel bagay eh bien on va quitter deux pieds devant. C'est comme ça ancien président Jovenel Moïse quitte pouvoir deux pieds devant parce que li pas vle sorti comme ça li t'a goumé pour tirer est-ce que pour peuple bay ça yo pour qui ça yon moun qui capable est-ce que ouais al chercher jeune petit garçon est-ce que ouais jeune femme à sapat dans pied yo pour bay aux armes pour retirer la vie moun dans population qui même gens ensemble avec eux qui a prédit même gens ensemble avec eux qui a bat l'eau pour faire même gens ensemble avec eux ou imaginons ou ap garder ou ap ouais moun qui a quitté Kafoufey et puis puisque bandi ouais yo a sorti dans zone nan ça veut dire ça c'est un dérespectant lié pour gagner dans zone nan et puis ou même qui te ret là pour sorti et bien depuis yo rencontrer ensemble avec ou yo fini ensemble avec ou ça li même qui sort ka di dans ça ou pas jamais ka jonne réponse là parce que à qui est soit goumé moun qui semble ensemble avec ou moun qui dans la masse là ensemble avec ou c'est avec ou goumé ça triste. Jimmy Cherize lui-même alias Barbecue, nous connaît, li te toujours dit comme ça que li c'est un révolutionnaire. Et bien qui ça le dit?
Eh bien, il parlait sous force multinationale qui vient pour rentrer dans le pays d'Haïti pour venir mettre l'ordre dans des ordres. Alors, mes amis, moi pas fait tellement commentaires sur ça. Bon, quitte pour capable d'entendre pendant 1 minute comment elle t'a parlé. Nous sommes petits de Salines. Nous sommes descendants de Salines. Nous avons 100 de Salines dans 20 nous. 6 forces étrangères à venir. 2023 par 2004. Et ça qui est la plus grave que 2004. Si forces étrangères à entrer, Jean nous dit, nous gardons nous, ils ont commencé à violer les femmes, Jean ministre a fait en 2004. Ils ont commencé à violer les filles, Jean ministre a fait en 2004. Ils ont commencé à violer les garçons, Jean soldat Irigoyen a fait en 2004. Ils ont porté choléra à nous, Jean n'ai pas l'air au fait, parce qu'il y a 20 000 Haïtiens, forces étrangères ont tué dans le choléra, ils ont infecté plus de 500 000 autres. Si c'est ça qu'on est, on vient porter. Et ils viennent dans le quartier populaire, ils viennent l'ouvrir coup de balle, pour venir tuer le peuple, venir faire massacre. Nous-mêmes haïtiens, nous avons campé et nous avons gommé contre eux. Nous avons gommé contre eux jusqu'à dernier goutte de sang nous. Qui sans nous-mêmes, le monde entier, pas de connaître vrai ça qui a passé dans le pays d'Haïti. C'est peut-être ça, nous-mêmes, en tant que leader et monde qui est responsable, nous voulons les médias en ligne, nous voulons chaque monde qui la connaît, combien nous est important. Pour nous-mêmes, nous sommes marginalisés, nous-mêmes, nous vivons dans le monde entier. Pas de question ni GPEP, pas de question ni G9. Je dis à une question des Haïtiens. Nous avons profité de dire, nous aimons la vie en pile. Moun dans le quartier populaire, c'est moun, même ça à tout le monde. Mais nous avons voyé pinga ça. Bah, tout le monde qui pense que il y a une insécurité dans le pays, pour être capable de justifier l'intervention force étrangère qui a mis. Et sécurité ça qui est aujourd'hui dans le pays, pas de l'autre monde qui est responsable que le gouvernement de facto criminel Ariel Henry. Et sécurité ça, m'a suivi ça, moun quoi des bouquets, moun en bas d'Elma, moun Belé, moun Kafoufé a monté aujourd'hui, les gros seul responsable qui c'est le gouvernement criminel de facto Ariel Henry. C'est peut-être ça, aujourd'hui nous faisons amis au bébé dans le quartier populaire pour nous montrer le monde entier à clair que le gouvernement ça qui n'a pas aucune volonté pour changer les conditions de la vie mon qui est mal. C'est ça qui fait. Nous prenons temps, nous préparons nous, mais nous gommé. Nous gommé pour nous capoter le système santé, système comme on peut ça. Système qui est un petit groupe qui les têtes aux politiciens, je dis à c'est eux-mêmes qui déchirent le pays. Et puis, ils voient chercher une force étrangère sous prétexte de sécurité pour venir consolider le pouvoir. Nous avons dit c'est bien compté, mal calculé. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, gen pour le quitter. Parce que nous connaissons exactement l'était là depuis sous président Jovenel Moïse. Nous connaissons président Jovenel Moïse mourir sous pouvoir. Comment il était senti tout le temps ça, il était fait dans le pays d'Haïti. Il était ouais comment bagay yo teye et journée jodi en bagay yo dégénéré. Et nous connaissons Canada te refusé pour yo te voyer une force multinationale dans le pays d'Haïti. Nous connaissons exactement pour qui ça yo te refusé voyer force multinationale ça dans le pays d'Haïti malgré nous connaissons exactement pays d'Haïti pas bon même parce que gang yo même yo fait la loi et le beau temps dans le pays yo fait ça yo vle touyer moun gens yo vle kidnapper gens yo vle et pays a personne pas en sécurité là-dedans. Eh bien mes amis, ou pral connaît exactement pour qui ça yo te refusé voyer force ça dans le pays d'Haïti. Je ne peux pas parler trop mes amis, entendez comment ambassadeur t'a parlé parce que ou même ou t'a remet connaît exactement pour qui raison Canada te refusé voyer force multinationale là dans le pays d'Haïti malgré qu'on ait pays d'Haïti besoin ça. Entendez ensemble. Avant son départ, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, dont la mission arrive à terme, est avec nous sur le plateau pour revenir sur son mandat en Haïti, justement avant de quitter le pays. Il était question qu'il nous accorde une dernière entrevue en sa qualité d'ambassadeur en poste en Haïti. Pourquoi j'apporte cette précision? Ça peut arriver qu'il nous accorde d'autres entretiens, même en étant au Canada. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous. Ce matin, vous avez tenu votre promesse vis-à-vis de Métropole et je m'en réjouis. Bienvenue. Merci beaucoup, Wendell. Merci, bonjour à vous, bonjour
à vos auditrices et auditeurs, à vos téléspectateurs, téléspectatrices, avec un bonjour spécial pour mes compatriotes de la diaspora qui nous écoutent et regardent depuis le Canada. Alors, je dirais quelques heures avant votre participation à cette émission, vous avez sorti une lettre ouverte adressée aux Haïtiennes et Haïtiens. Une lettre dans laquelle vous revenez sur ce qui a marqué en quelque sorte votre mandat en Haïti. Ce que j'aime, c'est la petite insertion d'expression créole dans la lettre. Et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est... que je dis, ce n'est pas toujours le cas. J'ai l'habitude de recevoir d'autres diplomates. En général, leur mission arrive à terme. Ils m'accordent une entrevue, pas toujours, et parfois. Mais de là à faire un résumé de leur passage en Haïti, c'est pas facile. Pourquoi? Ben, je pense que pour moi, il est essentiel un peu de faire le point justement avant de quitter. Donc, il y a une tradition en diplomatie, quand un ambassadeur quitte un pays, on écrit un rapport de fin de mission. Donc, ça, c'est un peu une version pour le grand public de mon rapport de fin de mission. Je pensais qu'il était important de rappeler un peu au public haïtien les grands axes d'action du Canada en Haïti ces 2 dernières années. Le format lettre ouverte permet beaucoup de latitude, permet de couvrir tous les sujets, de mettre beaucoup de détails pour ceux que ça intéresse et permet pour moi de bien communiquer qu'est-ce que le Canada fait en Haïti. Ce que j'ai remarqué depuis mon arrivée ici, c'est qu'on a toutes sortes d'interprétations de ce que le Canada fait. J'ai essayé de communiquer plus et mieux. Vous m'aviez invité ici sur ce plateau dans les premières semaines après mon arrivée. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec d'autres médias haïtiens. J'ai essayé de communiquer beaucoup sur les médias sociaux. Bon, les médias sociaux, c'est bien pour envoyer un message à beaucoup de personnes en même temps, mais on est quand même limité dans ce qu'on peut expliquer. On est limité sur la quantité de détails qu'on peut fournir. Donc, je me suis dit qu'une lettre ouverte assez costaude permettrait de mieux expliquer l'action du Canada en Haïti. Vous continuez votre collaboration ou encore vos contributions, vous les maintenez avec la PNH. Je puis voir aussi dans la lettre que vous avez fait état de panneaux solaires, environ 100 000, qui coûterait environ 100 000 $, à la PNH. Il y a aussi autre chose, on va y arriver un peu plus tard dans cette entrevue, mais jusque-là, est-ce que vous êtes satisfait du travail réalisé par la police nationale? Comme on sait, qui serait un produit canadien. Ouais. En quelque sorte. C'est pas seulement un produit canadien, c'est un produit haïtien d'abord, avec une collaboration du Canada, mais de d'autres pays aussi. Vous parlez des panneaux solaires. Bon, 100 000 $, les gens vont dire, mais c'est un tout petit chiffre, c'est pas important. On a souvent tendance à faire des annonces avec des chiffres. Le premier ministre Trudeau qui a annoncé 100 millions pour la PNH au mois de mars dernier, c'est un chiffre qui frappe l'imagination. Ce que j'ai essayé de faire dans la lettre, puis ce que j'aime expliquer aux gens, c'est concrètement, qu'est-ce que ça donne ça? Parce qu'on peut additionner les millions, dire que notre assistance a doublé, etc. C'est difficile pour les gens de comprendre vraiment ce que ça signifie concrètement. Donc, pour moi, il n'y a pas de contributions qui ne sont pas significatives. 100 000 $ en panneaux solaires, c'est beaucoup de panneaux solaires. Vous avez vu, ça permet d'autonomiser au niveau énergétique beaucoup de bureaux critiques de la PNH qui n'avaient pas ces équipements-là avant. Donc, pour moi, il faut faire des grands projets, mais il faut aussi faire des petits projets pour pouvoir couvrir tout le spectre des besoins de la PNH. Maintenant, vous me demandez si je suis satisfait du travail de la PNH. Écoutez, le pays est en crise sécuritaire grave. Moi, j'ai une admiration sans borne et sans limite pour les policiers et policières de ce pays qui acceptent de travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Beaucoup ont laissé le pays, d'autres ont décidé de rester. Ceux qui restent maintiennent l'ordre du mieux qu'ils peuvent. Je sais que c'est extrêmement difficile pour la population. Cette semaine, c'est Carrefour-Feuille. J'entendais sur vos ondes ce matin une entrevue avec les résidents de la zone qui sont en détresse complète. Je les comprends. C'est extrêmement difficile. Pour moi, ça démontre que la police a besoin d'aide. La police a besoin d'un accompagnement solide et robuste. On a un cœur solide à cette PNH autour duquel on peut continuer à bâtir. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Pour le Canada, toute solution durable au problème de sécurité d'Haïti doit s'articuler avec et autour de la PNH. Parce que sinon, ça va être du court terme. Et après ça, les problèmes vont recommencer et même être pires. Vous avez de l'admiration pour des policiers et policières. Ça se comprend, comme je l'ai dit déjà. Vous avez contribué à la formation de ces policiers haïtiens. Vous êtes arrivé en Haïti dans un contexte particulier, un contexte de crise aiguë.
de sécurité, avec évidemment l'assassinat du président Jovenel Moïse, puisque vous êtes arrivé en juillet, si je ne m'abuse. Vous avez passé 2 ans, c'est 2 ans de crise qui vous ont empêché de profiter de ce que l'on peut offrir à des étrangers, là je parle d'Haïti, et vous repartez, monsieur l'ambassadeur, en laissant derrière vous cette crise, je dirais même, qui s'est aggravée à travers le temps. Est-ce que vous repartez avec le sentiment d'avoir joué quelque chose, d'avoir fait, d'avoir réalisé votre travail comme vous l'avez souhaité en tant que représentant du Premier ministre Justin Trudeau? Bien, écoutez, c'est certain qu'on ne peut pas repartir après 2 ans avec le pays dans l'état qu'il est, en étant satisfait, en disant mission accomplie, j'ai réussi. Je pense que le constat d'échec, il est complet. La crise est plus grave aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2 ans. 4,6 millions d'Haïtiens vivaient en état de crise humanitaire il y a 2 ans, c'est 5,2 aujourd'hui. L'insécurité a augmenté de façon considérable aussi. Martissan était bloqué depuis juin 2021. Martissan est toujours bloqué. Maintenant, Canaan aussi. Donc, la capitale est essentiellement entourée, enclavée. Donc, je pense qu'il est impossible pour qui que ce soit de déclarer victoire. Je pense qu'aussi, il ne faut pas mesurer le succès de son bilan comme ça non plus. Qu'est-ce qui est important pour moi, pour le Canada, ces 2 dernières années? Premièrement, c'était d'essayer de changer un peu le débat autour de l'assistance pour Haïti. On a passé, notre ambassadeur à New York, Bob Ray, l'a souvent dit, le premier ministre Trudeau l'a dit, la ministre Joly, moi-même, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions, des nouvelles approches pour aider Haïti, pour accompagner vers une sortie de crise. Les techniques, les méthodes d'accompagnement qu'on a utilisées depuis 30 ans, de toute évidence, n'ont pas fonctionné. Il y a eu des bonnes choses, mais le bilan est quand même négatif. Il suffit de regarder la situation du pays. Donc, on a essayé de trouver des nouvelles façons d'accompagner le pays vers une sortie de crise. Quand il y a eu des opérations de maintien de la paix dans le passé, ces opérations-là sont extrêmement dispendieuses. Ces ressources-là qui vont sur l'opération de maintien de la paix ne vont pas à la PNH. Nous-mêmes, le Canada, sur 20 ans, on a investi environ 150 millions de dollars sur la PNH. Et en même temps, notre contribution aux diverses missions de maintien de la paix sur toutes ces mêmes années, c'était 175 millions. Donc, cet argent-là ne reste pas en Haïti, il n'est pas investi, il ne permet pas de développer la PNH. Donc, on ne peut pas refaire le passé. Mais moi, j'essaie juste de m'imaginer si tout cet argent-là avait été mis sur la PNH à l'époque, où on serait aujourd'hui. Donc, je pense que pour la réponse actuelle et à venir, il faut vraiment mettre l'appui direct à la PNH et la construction d'une PNH solide, pérenne et durable au cœur de la réponse internationale. Et ça, c'est, je pense qu'il y a maintenant quelque chose comme un consensus autour de cette question-là. On a vu la lettre hier du secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité qui mentionne lui aussi une approche comme ça. On voit tous les partenaires d'Haïti qui disent la même chose maintenant. Et je pense que la réponse internationale va bénéficier de ça. Il va permettre mieux adapter, mieux organiser à avoir des effets durables. L'offre du Kenya se situe également dans cette logique-là. Les prochaines semaines vont être cruciales, Wendell. Il y aura, donc la lettre du secrétaire général a été déposée. Il y a une délégation kenyane qui vient, je pense, la semaine prochaine, si j'ai bien compris, qui ensuite vont aller à New York. Il y aura un débat au Conseil de sécurité, il y aura peut-être une résolution. Et à mi-septembre, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui s'amorce, qui est toujours un moment fort du calendrier international. Donc, les 3-4 prochaines semaines sur le plan de la coopération de la communauté internationale avec Haïti vont être critiques. Juste avant d'y arriver, puisque quand même ça fait partie des thématiques que je dois aborder avec vous dans le cadre de cet entretien, monsieur l'ambassadeur, avez-vous identifié les pierres d'achoppement? Pourquoi, plus de 2 ans depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, on gère cette crise? Au niveau de la communauté internationale, avez-vous identifié les obstacles? Est-ce que simplement le fait que les acteurs n'arrivent pas à trouver un accord constitue justement l'obstacle fondamental à la résolution de l'impasse? Oui, moi je pense que c'est effectivement, comme vous dites, l'obstacle fondamental. Il faut se mettre un peu dans les souliers de la communauté internationale ou de d'autres pays qui voudraient assister à Haïti, mais ne sont peut-être pas représentés ici ou ne comprennent pas trop la dynamique, ne savent pas trop qui ils viennent aider exactement.
Donc, pour moi, il va être important, surtout dans les prochaines semaines critiques avec la mission du Kenya, les débats au Conseil de sécurité. Comme l'écrivait, je pense que c'était France Duval dans le Nouvelliste la semaine dernière, si Haïti n'a pas un plan, si Haïti n'est pas capable d'expliquer à ses partenaires internationaux ce qu'Haïti veut, ça va être extrêmement difficile pour la communauté internationale de répondre favorablement à ces demandes-là. Moi, je rencontre toutes sortes d'acteurs politiques, de gens de la société civile, des experts en sécurité. Toutes les idées sont là. Ce qu'il faut, c'est de mettre ça ensemble et puis de pouvoir présenter ça aux partenaires étrangers qui sont disposés à aider Haïti. Nous, on est déjà là, les Américains sont là, les Français sont là, mais il y a d'autres membres de la communauté internationale qui voudraient donner un coup de main. Le Kenya est un bon exemple, les voisins aussi, la Jamaïque, je pense, a été évoqué, aussi les Bahamas. Mais tout le monde regarde un peu la classe politique et essaye de comprendre dans quel contexte cette assistance-là va pouvoir être livrée. Et on ne peut pas détacher la crise sécuritaire de la crise politique. Bon, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Moi, je pense que c'est la crise politique. Je pense que le signal le plus positif, et je le dis depuis presque mon arrivée dans le pays, le signal le plus positif que la classe politique haïtienne peut envoyer au reste du monde, c'est d'arriver à un accord plus inclusif on n'aura jamais un consensus complet à 100%, ça n'existe nulle part. Mais de montrer que les diverses factions là, qui sont présentement sur le terrain... Êtes-vous déçu le fait de n'avoir pas pu trouver cet accord inclusif? C'est pas à moi de le trouver, c'est à la classe politique de le trouver. Mais je suis déçu. Oui, je suis déçu. Je suis déçu que ça ne soit pas encore fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours. Il y a diverses tables de négociation. Nous, on appuie le Canada très fortement le travail de la CARICOM. Il y a eu une première rencontre à Kingston. Le groupe des éminentes personnes est venu ici. Ce travail-là continue. Il y a Jonathan Powell aussi, on a vu dans les médias la semaine dernière, qui continue aussi à essayer de faciliter une entente. Il y a tout le travail qui a été fait avec l'accord du 21 décembre, le HCT. Donc, je pense que si on met tout ça ensemble, on peut arriver à quelque chose de vraiment intéressant. Et encore une fois, je reviens aux 3-4 prochaines semaines. Pour moi, le moment est critique. L'œil de tout le monde est sur Haïti. Alors, il faut vraiment arriver avec un résultat. Et pourquoi le Canada a refusé de prendre la tête de la force multinationale? Pourquoi? Écoutez, nous, on a regardé la situation puis on a essayé de voir quelle était la meilleure façon pour nous d'aider Haïti avec les moyens à notre disposition. Donc, les forces armées canadiennes sont extrêmement étirées, sont extrêmement engagées, notamment en Europe, en Lettonie et ailleurs. En Ukraine aussi. En Ukraine comme telle, non, mais autour de l'Ukraine, oui. Donc, sur le front, si vous voulez, de tous les membres de l'OTAN qui sont donc, étant donné que le Canada est déjà engagé... Il y a ça, il y a l'Ukraine qui nous prend énormément de ressources. Il y a aussi une question de savoir, est-ce que c'est la meilleure façon d'aider Haïti? Encore une fois, si on veut bâtir la réponse autour de la PNH, je pense que le choix du Canada était évident là-dessus. Quand le premier ministre dit on va mettre 100 millions sur la PNH cette année, après en avoir mis 150 pendant 20 ans, une trentaine l'an dernier, puis là, 100 cette année, c'est clair qu'on veut mettre nos énergies là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des ressources qui pourront être déployées? On a vu là, un avion, les bateaux qui ont fait toutes sortes de bonnes caricatures, mais le Canada va continuer à essayer d'aider de la meilleure façon possible autour de la PNH. L'aide à l'Ukraine est estimée, l'aide canadienne à l'Ukraine est estimée à combien, M. l'ambassadeur? J'ai pas ces chiffres-là. Je sais que c'est beaucoup, mais j'ai pas des chiffres en tête. Et par rapport à Haïti, vous avez dit 150 millions sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Bon, je pense que c'est des situations différentes aussi. Je ne veux pas rentrer dans un débat sémantique, là, mais l'Ukraine a été envahie par une invasion illégale de son voisin. L'Ukraine est en guerre. Donc, c'est des situations qui sont pour moi complètement différentes et qui requièrent des solutions complètement différentes aussi. Je pense que personne ne gagne à comparer Ukraine vs Haïti. Ça fait des bons tweets, des bonnes manchettes, mais la réalité des choses, c'est que, à mon humble avis, ce qu'Haïti a besoin, c'est pas la même chose que ce que l'Ukraine a besoin, parce que l'ennemi en face n'est pas le même. Ici, on a un problème de gang. Le problème de gang, à la base du problème de gang, c'est la précarité. Ici, on a un problème aussi d'armes qui rentrent à pleine porte. La plupart, 80% ou quelque chose comme ça, selon l'étude des Nations Unies, viennent des États-Unis. Donc, il y a toutes sortes de dynamiques sur lesquelles on peut travailler. Mais de comparer un pour un l'aide du Canada à l'Ukraine, l'aide du Canada à Haïti, pour moi, c'est un faux débat.
À votre avis, c'est un faux débat. Mais pour les Haïtiens, ce n'est pas un faux débat. D'autant que nous sommes à quelques minutes des États-Unis. Et c'est à coups de milliards que les États-Unis, notamment, je sais que vous allez me dire que vous n'êtes pas représentant des États-Unis. En aucune façon, je ne saurais vous demander d'expliquer tout ça. Donc, j'en conviens. Mais on a comme l'impression que les pays qui se présentent comme étant des partenaires privilégiés, ou encore les amis d'Haïti, nous jettent des miettes et envoient ou encore débloquent des enveloppes faramineuses en quelque sorte à l'Ukraine, alors que nous pouvons aussi leur causer des problèmes, des ennuis. Est-ce que c'est parce que la situation est plutôt géopolitique? La crise est plutôt géopolitique en Ukraine? Bien, encore une fois, c'est des situations différentes. Je ne sais pas, par exemple, je prends un exemple. On a envoyé des tanks en Ukraine. Qu'est-ce qu'on va faire avec un tank ici? Donc, c'est une situation différente qui requiert une réponse différente. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de se concentrer avec l'aide autour de la PNH. Mais je sais qu'il y a une certaine frustration. Les gens disent que l'aide n'arrive pas assez vite. Je comprends ça. C'est tout à fait normal. Il faut comprendre qu'il s'agit de fonds publics canadiens. Il y a une diligence raisonnable à faire à Ottawa. On doit travailler avec la PNH pour s'assurer qu'on répond aux besoins, pour justement pas envoyer seulement « Ah, tiens, on a ces trucs-là, on va les envoyer en Haïti, puis ils se débrouilleront avec ça. » Non, nous, ce qu'on a fait, on a passé les 8 derniers mois à travailler presque quotidiennement avec la PNH, avec aussi les autres partenaires, pour s'assurer que tout envoi d'équipement, toute formation, toute coopération qu'on offre à la PNH est bien arrimée aux besoins réels de la PNH. Et ça, c'est du travail qui prend du temps. Je ne sais pas si le diplomate que vous êtes accepterait de répondre à cette question, mais je vous la pose quand même. Avez-vous, monsieur l'ambassadeur, le ou les résultats du travail effectué par cet avion canadien, cet avion militaire canadien qui a survolé Haïti? C'était quoi les résultats? Donc, c'est un avion de reconnaissance qui fait des opérations de collecte de renseignements. Donc, je ne peux pas vous donner les détails des renseignements qu'on a collectés, mais je peux vous assurer que cette mission-là a eu un effet positif. Est-ce que les résultats vont être appliqués dans le cadre du déploiement de la force internationale Encore une fois, il s'agit d'opérations de renseignement, donc je ne peux pas rentrer dans aucun Mais vous avez quand même les résultats? Oui, il y a un certain nombre d'informations qui ont été collectées et qui vont avoir une utilité. Et le survol ou encore l'envoi de cet appareil sur Haïti vous a coûté combien? J'ai pas ces chiffres-là, puis si je les avais, je peux donner aucun détail opérationnel sur cette mission-là. Très bien. Maintenant, vous avez dit aussi, monsieur l'ambassadeur, que les prochaines semaines seront cruciales. Oui. Donc là, vous demeurez convaincu que la force viendra. La force sera déployée. Les États-Unis promettent d'accompagner le Kenya à travers la logistique. Les États-Unis prévoient aussi de débloquer les moyens. Et qu'est-ce que le Canada promet? Bon, nous, on promet plusieurs choses. La première chose, c'est on va soutenir les efforts du Kenya pour pouvoir réaliser leur mission d'évaluation la semaine prochaine. On est à leur disposition. On va aussi participer activement au débat au Conseil de sécurité pour arriver à un mandat, parce que les Kenyans ont dit qu'ils ont besoin d'un mandat approuvé par le Conseil de sécurité. Donc, on est déjà en train de travailler là-dessus à New York avec l'ambassadeur Ray et son équipe. On a aussi une capacité à offrir aux Kenyans au niveau de la coordination. Déjà depuis plusieurs mois, à partir d'Ottawa, virtuellement, on a réuni des agents de liaison de divers pays de la région qui ont des contributions qu'ils voudraient apporter à la PNH et ou à une force multinationale. Donc, ce travail de coordination-là va se continuer. On a déjà 3 nouvelles ressources qui sont à l'ambassade ici depuis janvier dernier, qui travaillent là-dessus, qui travaillent aussi avec la PNH de façon quotidienne. On va ajouter des ressources ici, on va en ajouter à Saint-Domingue, on va en ajouter à Ottawa, on va ajouter des gens un peu partout pour faciliter ça. Donc ça, on a l'intention de... Donc quand vous parlez de ressources, ici vous faites allusion des personnes, donc des experts, des logisticiens, des planificateurs. Mais pas de troupes sur le terrain? Pas des troupes, non. Ensuite, pour ce qui est de la coordination, et pour ce qui est de la suite, on va aller en toute humilité voir le Kenya et discuter avec eux, à savoir qu'est-ce qui pourrait être utile pour eux en termes d'appui financier, en termes d'appui logistique. Et puis après ça, on pourra déterminer qu'est-ce qu'on peut faire
Puis c'est la même chose. Les États-Unis sont en train de faire la même chose, d'autres partenaires d'Haïti aussi. Mais il faut respecter le fait que le Kenya a mis son pied en avant. Donc nous, on va aller voir le Kenya en toute humilité et on va travailler avec eux pour combler les besoins qu'ils vont identifier. Et le tout, évidemment, en partenariat avec la PME. Ça, c'est une opinion que je vous demande. Avez-vous la conviction, monsieur l'ambassadeur, que le déploiement de cette force va effectivement contribuer à résoudre la crise sécuritaire, la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs étapes encore. Donc, les Kenyans ne sont pas encore venus. Donc, ils doivent venir, ils doivent évaluer la situation. Ensuite, eux ont mis 1000 policiers sur la table. D'autres pays en ont mis aussi, Jamaïque, Bahamas. Il y a des discussions à propos du Rwanda et du Sénégal aussi. Donc, il y a toutes sortes de discussions. Donc, une fois que tous ces morceaux-là vont être là, il faut organiser la force, il faut aller chercher le mandat au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est un travail diplomatique colossal. Et là, après, si tout va bien, on peut penser à un déploiement peut-être vers la fin de l'année. Après, est-ce que je suis convaincu que cette force-là va régler le problème d'insécurité? Personne ne peut prédire l'avenir. Ce que je pense par ailleurs, c'est qu'on a devant nous une réponse sécuritaire internationale qui est innovante, qui est différente de ce qu'on a fait dans le passé. Donc, c'est ce qui fait que je suis quand même optimiste que cette mission-là pourrait avoir peut-être plus de succès que les précédentes. Mais pour qu'elle ait du succès, on doit se rappeler des leçons du passé. Ça, c'est très, très, très important. Et on verra après ce que la force peut accomplir. Ce qui est certain, c'est que la population haïtienne en a grandement besoin. Et moi, je pense que toute la classe politique, société civile, l'élite économique, les partenaires d'Haïti, tout le monde, on doit vraiment faire notre meilleur travail pour que ça fonctionne. Parce que le peuple haïtien ne peut pas se permettre un autre échec. Vous êtes en Haïti, c'est vrai que vous allez partir, mais avant votre départ, vous vivez avec nous, Haïtiens, une situation extrêmement préoccupante, extrêmement grave. Je parle de situation sécuritaire, ce qui se passe à Carrefour-Feuille notamment, a résonné, a retenti dans vos oreilles. Et c'est pareil pour ce qui s'est passé non loin de vos collègues américains, le gang de Vitellum qui envahit Taba, Caradeux et le reste. Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation, si vous en avez, à exprimer aujourd'hui par rapport à cette situation, monsieur l'ambassadeur? Bien, écoute, c'est certain que moi, je ne peux pas rester insensible quand j'entends les témoignages des gens de Carrefour-Feuille sur vos ondes ce matin et ailleurs depuis environ une semaine. Comme vous le dites, la semaine précédente, c'était à Tabar. On oublie parfois que dans certaines zones, comme Cité-Soleil, comme Martissan, comme Croix-des-Bouquets, ces gens-là vivent sous le joug des gangs armés depuis 1 an, 18 mois, 2 ans, et même plus dans certains cas. Il ne faut pas rester insensible à ça. Pour moi, ça ajoute à l'urgence d'en arriver au niveau de la classe politique à un accord plus inclusif qui va faciliter toute la discussion autour de l'accompagnement sécuritaire de la communauté internationale pour Haïti. Je suis moi-même animé par un sentiment d'urgence. Je quitte mercredi prochain. Je vais travailler jusqu'à ce que je mette les pieds dans l'avion. Je sais que beaucoup de partenaires et beaucoup d'acteurs ici en Haïti sont animés du même sentiment d'urgence. Et je pense que tous les acteurs devraient être animés par ce sentiment.